La femme de ménage n'a jamais révélé aux milliardaires qu'ils avaient une fille, jusqu'au jour où l'enfant a eu besoin de lui. Camille Dubois se levait chaque matin bien avant que le ciel de Paris ne commence à s'éclaircir. Son réveil, fidèle et discret, sonnait à 5h moins 10, sans jamais rater son appel. Elle l'éteignait d'un geste précis, en veillant à ne pas réveiller la petite forme recroquevillée à ses côtés, dans le lit étroit de leur petit appartement situé dans le 18e arrondissement. Élise, sa fille de 6 ans, dormait encore profondément, les bras enroulés autour d'un vieux lapin en peluche, témoin silencieux de nuits paisibles et de jours parfois trop longs. Camille s'habillait dans le noir, enfilant ses vêtements de travail, un pantalon noir simple, un polo bleu foncé et par-dessus tout, un manteau trop grand qu'elle avait trouvé dans un vide-grenier 2 hivers plus tôt. Dans son sac, elle glissait toujours la même chose. Une boîte en plastique avec un reste de riz de la veille, une bouteille d'eau, un petit cahier usé dans lequel elle notait les heures supplémentaires et surtout, une paire de gants en caoutchouc rose. C'étaient ses outils de bataille. Elle n'allait pas conquérir le monde, non, mais elle luttait chaque jour contre les traces invisibles que la richesse laissait derrière elle. Son trajet jusqu'au centre-ville de Paris durait un peu plus d'1 heure. Métro ligne 4, puis ligne 1, direction la Défense. Elle y travaillait depuis 3 ans, dans une des tours les plus prestigieuses du quartier. Le bâtiment était une cathédrale de verre et d'acier abritant des dizaines d'entreprises, de cabinets d'avocats et de start-up brillantes où la jeunesse dorée se frayait un chemin vers le succès. Camille y entrait par l'entrée de service, badgeant discrètement avec son passe magnétique. Elle saluait les autres femmes comme elle, venues de banlieues ou de quartiers périphériques, armées de balais, de chiffons et d'une dignité silencieuse que personne ne remarquait. Chaque jour, Camille nettoyait les étages un à un. Mais il y en avait un qu'elle redoutait plus que les autres, le 34e. Là où l'on respirait l'argent, le pouvoir, et quelque chose d'encore plus dangereux pour elle, le passé. Car c'était à ce dernier étage qu'officiait Julien Morel, fondateur et PDG d'une société de technologie devenue en quelques années une licorne, puis un empire. Julien, c'était autrefois des jeans, des nuits blanches devant un écran, des projets en open space. Aujourd'hui, c'était costume sur mesure, réunions à huis clos et déplacements en hélicoptère. Camille, elle, n'était plus que l'ombre de ce souvenir, balayée comme la poussière qu'elle retirait chaque matin de ses bureaux. Ils ne s'étaient pas parlé depuis 6 ans. Elle s'était arrangée pour que cela reste ainsi. Leur histoire n'avait duré que quelques semaines, un feu de paille intense, né dans les débuts incertains de sa start-up. À l'époque, Camille faisait le ménage dans un petit espace de coworking. Julien codait jour et nuit, les yeux cernés et le regard brillant d'idées folles. Ils s'étaient trouvés dans une sorte d'urgence commune. Elle l'avait écouté parler de ses rêves. Il l'avait trouvée drôle, douce, étonnamment forte. Puis un jour, il était parti. Pour un voyage d'affaires, disait-il. Et il n'était jamais revenu vers elle. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle était restée, avec une vie à l'intérieur d'elle. Quand elle avait appris qu'elle était enceinte, Camille avait hésité. Elle avait songé à lui écrire, à lui téléphoner, mais l'orgueil, la peur et surtout le sentiment d'être transparente dans un monde qui brillait sans elle l'en avait empêchée. Elle avait décidé d'élever l'enfant seule. Devenir mère à 24 ans, sans soutien, sans famille proche, avait été la chose la plus dure et la plus belle qu'elle ait jamais faite. Élise était née un matin de mars, sous un ciel gris, dans une maternité publique de la capitale. Dès le premier regard, Camille avait su. Elle avait reconnu les yeux de Julien, ce même bleu perçant, presque irréel. Mais ce secret, elle l'avait enfermé à double tour, convaincue que leur monde à deux ne laisserait jamais place à un troisième. Depuis, chaque jour avait été une épreuve d'équilibre. Travailler assez pour payer le loyer, mais être présente pour les devoirs d'Élise. Trouver le courage de sourire quand l'épuisement menaçait de la submerger. Et surtout, cacher à sa fille une vérité trop lourde pour un si petit cœur. Camille parlait de son père comme d'un mystère. « Il était de passage, ma chérie, mais il t'a laissé à moi et je ne pourrais jamais rêver mieux. » Camille n'avait jamais demandé l'aide de personne. Elle avait cette fierté têtue des femmes qui ont trop connu l'abandon pour oser en réclamer plus. Pourtant, chaque fois qu'elle montait au 34e étage, son cœur s'accélérait malgré elle. Elle faisait en sorte de ne jamais être vue. Et Julien, enfermé dans ses tours de verre, ne la voyait pas. Il n'avait jamais posé les yeux sur elle depuis son retour dans cette entreprise devenue géante.
ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Ce matin-là, alors qu'elle nettoyait les vitres du couloir menant au bureau de Julien, Camille sentit une présence derrière elle. Elle se figea, le chiffon à la main, le dos tendu. Mais quand elle se retourna, il n'y avait personne, juste le reflet de son propre visage dans la vitre, fatigué, déterminé, avec une ombre au fond du regard que même la lumière du matin n'arrivait pas à dissiper. La journée se termina comme tant d'autres. Elle rentra chez elle à 7 heures du soir, monta les escaliers usés de son immeuble sans ascenseur et retrouva Élise en train de dessiner sur la table de la cuisine. La fillette se leva d'un bond en criant « Maman !» et se suspendit à son cou avec l'énergie de l'amour pur. Camille, malgré la fatigue, sourit. C'était pour ces moments-là qu'elle tenait debout. Elle prépara un dîner simple, raconta une histoire à Élise, puis l'aborda sous les couvertures à motifs de nuages. Avant de s'endormir, Élise posa une question, comme elle le faisait parfois, à mi-voix, presque rêveusement. « Maman, est-ce que mon papa sait que j'existe ?» Camille sentit son cœur se serrer. Elle caressa les cheveux de sa fille et répondit doucement. « Non, ma chérie, il ne sait pas. Mais tu as tout ce qu'il te faut ici, avec moi. » Et comme chaque nuit, elle espéra que cela serait encore vrai demain. Le samedi après-midi baignait Paris d'une lumière dorée, l'un de ces instants fugitifs où la ville semblait suspendue entre la fatigue de la semaine et la promesse d'un repos bien mérité. Camille avait décidé de consacrer ce moment à Élise, comme elle le faisait à chaque fois qu'elle avait quelques heures à offrir. Elle s'était rendue à un petit parc du quartier, niché entre deux immeubles haussmanniens aux façades fatiguées. Les feuilles mortes s'amoncelaient sous les balançoires rouillés, les cris d'enfants résonnaient dans l'air et l'odeur des marrons chauds, vendus à l'entrée du parc, apportait une chaleur familière. Pour Élise, cet endroit était un royaume. Pour Camille, c'était un rare moment de paix. Assise sur un banc, les mains serrées autour d'un gobelet de café tiède, Camille regardait sa fille courir vers le toboggan, les cheveux en bataille, les joues roses d'excitation. Elle la suivait des yeux avec cette attention particulière des mères qui savent combien la joie est fragile. Élise était intrépide, vive, toujours prête à gravir les barreaux les plus hauts. Ce jour-là, elle avait décidé d'impressionner un groupe d'enfants plus âgés, grimpant avec agilité avant de se lancer dans la descente avec un rire clair. Mais quelque chose, dans l'angle, dans l'élan, ne se passa pas comme prévu. Camille vit la scène au ralenti. Le pied d'Élise glissa alors qu'elle atteignait le dernier quart du toboggan. Son petit corps pivota de travers et elle tomba lourdement sur le sol, le dos en premier, dans un bruit sourd qui coupa net les rires environnants. Le silence brutal fut suivi d'un cri perçant, celui d'Élise, déchirant, animal de ceux qu'on n'oublie jamais. Camille se leva d'un bond, renversant son café, et courut jusqu'à elle. Sa fille était allongée, les yeux grands ouverts de douleur, incapable de se relever, ses petites mains serrées contre son dos. Le monde s'effondra. Camille, les jambes tremblantes, essaya de garder son sang-froid. Elle caressa le visage d'Élise, lui parlant doucement tout en appelant les secours avec une main fébrile. Les minutes suivantes furent floues. L'arrivée de l'ambulance, les regards inquiets des autres parents, le trajet jusqu'à l'hôpital, les lumières blanches du couloir d'urgence, les questions rapides des médecins. Élise pleurait en silence maintenant, ses traits figés par la douleur et la peur. Une radio fut faite, puis une IRM. Le verdict tomba dans un bureau froid, face à un médecin au visage grave mais mesuré. Fracture instable d'une vertèbre lombaire. Rien d'immédiatement irréversible, mais une intervention était nécessaire. Une opération chirurgicale, délicate et urgente, pour stabiliser la colonne et éviter tout risque de paralysie. L'homme, tout en parlant avec clarté, évitait de croiser les yeux de Camille, comme s'il savait que ce qu'il allait dire ne trouverait pas d'écho possible dans ses moyens. Le coût de l'intervention fut annoncé avec la neutralité administrative des hôpitaux privés, 18 000 €. Non couvert par la sécurité sociale dans ce type d'établissement pour une raison obscure mêlant politique de santé et contraintes budgétaires. Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle demanda s'il était possible de la transférer vers un hôpital public. Le médecin hocha la tête, mais précisa « Les délais étaient plus longs, les risques aussi. Vous avez 72 heures, Madame Dubois. Passé ce délai, les conséquences peuvent devenir irréversibles. » Elle sortit du bureau comme dans un rêve. Élise dormait, épuisée par la douleur et les calmants. Camille s'assit à côté de son lit,
prit sa petite main dans la sienne et regarda le moniteur cardiaque qui pulsait lentement, obstinément. Chaque bip semblait lui rappeler à quel point elle était seule. Elle pensa à vendre tout ce qu'elle avait, mais elle n'avait rien. Quelques meubles usés, un téléphone en fin de vie et une vieille voiture que l'on refusait déjà de lui racheter. Les heures passèrent. Elle appela des associations, des amis, des structures d'aide. Mais les réponses étaient toujours les mêmes. « Nous comprenons, mais ce genre de somme. Le temps est trop court. Vous avez essayé un prêt ?» Oui, elle avait essayé. Et essuyé des refus systématiques. Pas de garant, pas d'économie, pas de perspective. Les banques ne prêtaient pas aux ombres. Assise dans le couloir, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains, Camille sentit un cri monter en elle, un hurlement sourd que seule la peur pour un enfant peut engendrer. C'est alors qu'une idée, une pensée refoulée depuis 6 ans, revint la frapper avec la force d'un coup de poing. Julien. Il était riche, puissant, insensible peut-être, mais il restait le père d'Élise. Il avait le pouvoir de sauver leur fille. Et peut-être, malgré tout, le droit de savoir. Jusqu'à ce jour, Camille avait toujours protégé Élise de cette vérité. Elle avait construit un monde sans père, pensant qu'elle la préservait. Mais maintenant, il ne s'agissait plus d'orgueil, ni de fierté. Il s'agissait de vie ou de mort, de jambes qui pourraient ou non marcher un jour, d'une enfance qu'on risquait de briser à jamais. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Restée assise au chevet d'Élise, elle regarda le visage endormi de sa fille, ses cils longs, son souffle léger. Elle pensa à Julien, à son regard intense, à ses silences, à la manière dont il avait disparu sans même chercher à comprendre. Elle lui en voulait encore, peut-être, mais cette rancune n'avait plus sa place. Elle prit une décision. À 6 heures du matin, Camille se leva. Elle se rendit dans une cabine de toilette pour se passer un peu d'eau sur le visage. Dans le miroir fissuré, elle vit son reflet, les traits tirés, les yeux gonflés, le cœur brisé. Elle enfila ses vêtements, prit son sac et glissa dans sa poche une photo d'Élise, prise à l'école quelques semaines plus tôt. Un sourire rayonnant, des couettes mal attachées et ce regard qu'elle connaissait si bien. Elle ajouta aussi le dossier médical, les recommandations du chirurgien et l'adresse du service de soins. Puis elle sortit de l'hôpital, marcha jusqu'à la bouche de métro la plus proche et descendit vers l'obscurité. Direction la Défense. Direction l'étage qu'elle avait évité pendant 6 ans. Le 34e, là où tout avait commencé. Là où peut-être une autre vie allait s'ouvrir ou se refermer pour de bon. L'ascenseur monta lentement, comme si chaque étage qu'il franchissait pesait de plus en plus lourd. Camille serrait la photo d'Élise dans sa main, son cœur battant à tout rompre, ses pensées tournées uniquement vers le visage de sa fille, le regard de plus en plus fatigué qu'elle avait vu dans ses yeux avant qu'elle ne sombre dans le sommeil sous l'effet des calmants. La porte du 34e étage, derrière laquelle le monde de Julien Morel existait, semblait un gouffre dans lequel elle allait se jeter tête baissée, mais il n'y avait pas d'autre choix. Elle arriva enfin au sommet de l'immeuble, où le hall d'entrée était d'une froideur extrême, lumineux et impersonnel, décoré d'œuvres d'art modernes, de miroirs immenses qui renvoyaient des reflets distordus des rares personnes qui circulaient ici. Des hommes en costume, des femmes en tailleur, tous marchant vite, absorbés par leurs préoccupations. Camille les observait sans vraiment les voir. Son regard se fixait sur l'escalier de verre et d'acier qui menait au bureau de Julien de l'autre côté du hall. La silhouette imposante du bâtiment semblait lui faire comprendre à quel point elle n'avait pas sa place ici. Elle s'avança, le sac sous le bras, le regard décidé, mais chaque pas résonnait comme un écho dans son esprit. Elle arriva devant le poste de sécurité où un agent de sécurité la dévisagea froidement. Il ne la regarda même pas dans les yeux, trop occupé à scanner un badge électronique pour un autre employé. « Bonjour, je suis Camille Dubois. Je dois voir Julien Morel. C'est urgent. » Sa voix, d'abord hésitante, prit un ton plus ferme lorsqu'elle répéta son nom. Le regard du gardien se posa enfin sur elle, un éclat de curiosité dans ses yeux, mais sans bien comprendre qui elle pouvait être. Il haussait légèrement les sourcils. Camille savait qu'il ne la laisserait pas passer sans se faire interroger. « Vous avez rendez-vous avec Monsieur Morel ?» demanda-t-il, toujours de façon distante. Camille secoua la tête. « Non, mais c'est une urgence. C'est à propos de sa fille. » À ces mots, le visage de l'agent se durcit. Il semblait vouloir poser plus de questions, mais Camille n'eut pas la patience d'attendre. Elle sortit la photo d'Élise de son sac et la posa sur le comptoir en plexiglas. «
Regardez, c'est Élise, sa fille. Je dois le voir. C'est une question de vie ou de mort. » Le regard du gardien se fit plus dur encore. Il la scrutait de haut en bas, évalue ses mots et son comportement, tentant de juger de la véracité de ses propos. Il prit enfin la photo, la regarda brièvement, puis posa son regard sur elle, plus perçant qu'auparavant. Camille, pourtant, ne fléchit pas. Elle savait ce qu'il devait comprendre. Elle n'était pas là pour discuter. Elle n'était pas là pour chercher une faveur. Elle était simplement là parce qu'il n'y avait plus de place pour les hésitations. Le gardien, après quelques secondes de silence qui semblaient durer une éternité, prit un micro et murmura quelque chose dans son oreillette. Puis, il se tourna à nouveau vers Camille. Un instant. Il s'éloigna dans une petite pièce à côté, laissant Camille seule, perdue dans l'immensité du hall. Elle n'eut pas le temps de réfléchir plus avant. À peine quelques minutes passèrent avant qu'un autre homme, plus âgé, vêtu d'un costume impeccable, apparaisse devant elle. Il avait l'air de faire partie de l'élite de ce lieu, un directeur ou un cadre supérieur. Il la fixa sans un mot, et Camille sentit la pression de l'espace autour d'elle s'intensifier. « Mademoiselle, vous souhaitez voir monsieur... »« Morel » dit-il d'une voix sèche. Elle hocha la tête sans pouvoir articuler plus de mots. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser dans sa poitrine. L'homme la scrutait toujours, puis il lui fit signe de le suivre. Camille obéit, sans savoir ce qui allait suivre. Ils traversèrent le hall, passèrent devant des bureaux luxueux, des portes vitrées menant à des salles de réunion où des groupes de personnes étaient assis autour de grandes tables, échappant à son regard, absorbés dans leurs propres discussions. Les couloirs étaient vastes, éclairés de manière froide et clinique. Au bout de quelques minutes, ils arrivèrent enfin devant une porte en bois massif, un porte-parole de M. Morel sans doute. Il s'arrêta devant elle, lui fit un signe de tête et frappa doucement. « Entre !» La porte s'ouvrit. À l'intérieur, Julien Morel se tenait derrière un grand bureau en acajou, à la fois massif et minimaliste, surmonté d'une tablette tactile dernier cri. Il leva les yeux lorsqu'il entendit la porte s'ouvrir et son regard se figea immédiatement sur Camille. Il ne la reconnut pas tout de suite, mais l'émotion qui s'empara de son visage ne laissait aucun doute. Il y avait de la surprise, de l'incrédulité, mais aussi un étrange mélange de colère et de confusion dans ses yeux. Camille, elle, restait figée dans l'entrée, comme paralysée par la reconnaissance qu'elle venait d'obtenir. Il n'y avait pas de mots, pas de salutations. Juste le vide glacial qui les entourait tous les deux. Elle sortit la photo d'Élise une nouvelle fois, la tendant vers lui, sans dire un mot. Julien observa la photo. Les yeux d'Élise sur cette image frappèrent Julien de plein fouet. Ses yeux, ses traits, c'étaient indéniablement les siens. Ses yeux, son regard. La confirmation, la vérité brutale. La vérité qu'il avait ignorée pendant si longues années. « Camille » finit-il par dire d'une voix tremblante, comme s'il ne comprenait toujours pas la situation. Elle hocha la tête, son regard détourné. Elle savait qu'il était perdu dans la confusion, mais cela n'avait pas d'importance. Il devait savoir. Elle parla alors d'une voix faible mais déterminée, une voix qui portait tout le poids de ses années de solitude, de doute et de douleur. « Élise, c'est votre fille, et elle a besoin de vous. » Julien se leva brusquement de son fauteuil et fit quelques pas vers elle tout en la scrutant comme s'il cherchait à comprendre si ce qu'il entendait était une illusion ou une réalité. Ses traits se durcirent alors qu'il se battait avec l'idée de tout ce qu'il venait de découvrir. Le choc était immense. La colère montait, mais elle se mêlait à une terreur qu'il n'avait jamais ressentie. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ?» demanda-t-il finalement, la voix brisée. Camille ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta de le regarder dans les yeux avec cette sorte de défi qui lui était propre, mais aussi avec une douceur cachée. Ce n'était pas le moment de chercher à le comprendre. Ce n'était pas le moment de réouvrir d'anciennes plaies. Il y avait des urgences bien plus immédiates, parce qu'elle ne vous voulait pas dans sa vie, parce qu'elle avait besoin de grandir, sans père, sans mensonge, mais elle a besoin de vous, maintenant. Le silence qui s'ensuivit fut lourd, une lourdeur palpable, une lourdeur de découverte, d'actions impossibles à effacer. Finalement, Julien se tourna vers la fenêtre de son bureau, fixant la ville en contrebas, mais sans vraiment la voir. Il comprenait que la vérité venait d'éclater. Il n'y avait plus de place pour les non-dits, et plus que tout, il comprenait que le temps, celui qu'il avait perdu, allait bientôt se faire ressentir dans des façons qu'il n'aurait jamais imaginées. Il se tourna à nouveau vers Camille,
Je vais m'en occuper. La décision était prise. Julien était resté debout, figé, comme si le sol venait de se fissurer sous ses pieds. Les mots de Camille tournaient encore dans sa tête, se heurtant à sa logique, à sa mémoire, à son orgueil. Une fille, une enfant qu'il n'avait jamais connue, jamais imaginée. Et cette femme revenue soudainement de son passé le lui annonçait dans son bureau, sans prévenir, sans introduction, comme si une telle révélation pouvait simplement surgir après 6 ans de silence. Son regard oscillait entre la photo de la petite fille posée sur son bureau et le visage fermé de Camille, comme s'il cherchait à détecter la faille, l'incohérence, le mensonge. Il s'approcha lentement du bureau, prit la photo entre ses doigts. La petite fille souriait. Elle portait une robe à fleurs, ses cheveux attachés de travers, et son regard semblait percer le papier. Ses yeux, c'étaient les siens. Il les reconnaissait, et cela le déstabilisait. Pourtant, il secoua la tête, comme pour chasser cette pensée. « C'est ridicule, Camille. Tu débarques ici, après toutes ces années, pour me dire que j'ai une fille, et tu veux que je te croie sur parole ?» Sa voix était dure, presque tranchante. Il était choqué, mais son instinct de défense prenait le dessus. Trop d'années s'étaient écoulées, trop de choses avaient changé, et dans son esprit rationnel, une telle histoire ne pouvait pas s'imposer sans preuve, sans explication. Camille soutint son regard sans fléchir. Elle s'attendait à cette réaction. Elle la redoutait, bien sûr, mais elle savait que Julien n'était pas un homme qui acceptait facilement ce qu'il ne contrôlait pas. Elle connaissait son besoin de tout rationaliser, sa méfiance envers ce qui surgissait sans explication. Ce n'était pas nouveau. « Je ne suis pas venu pour te convaincre. Je suis venu parce qu'Élise n'a plus le temps. Elle doit être opérée dans moins de 72 heures, sinon elle pourrait perdre l'usage de ses jambes. Je n'ai pas les moyens. Toi, tu les as. Et elle est ta fille, que tu veuilles l'admettre ou non. » Le silence qui suivit fut long. Julien passa une main sur son visage, s'éloigna du bureau et alla se poster devant les grandes baies vitrées de son bureau. La ville s'étendait devant lui, immense et silencieuse, comme une carte dont il connaissait chaque recoin. Pourtant, rien dans cet horizon ne pouvait lui offrir une réponse. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il enfin, toujours sans se retourner. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Tu aurais pu m'écrire, m'appeler, me prévenir à l'époque. Tu m'as laissé partir sans un mot. Et maintenant, tu veux que je paie une opération pour une enfant dont je ne savais même pas l'existence ?» Camille sentit un mélange de colère et de fatigue l'envahir. Elle inspira profondément, cherchant à contenir l'émotion qui menaçait de la faire vaciller. « Parce que je n'avais pas le luxe de t'attendre. Parce que quand j'ai su que j'étais enceinte, tu étais déjà loin. Je t'ai cherché au début. Puis j'ai compris que tu étais passé à autre chose. Et j'ai choisi de ne pas imposer une responsabilité à quelqu'un qui n'en voulait pas. » Julien se retourna lentement. Son visage, d'abord dur, s'était légèrement adouci. Mais son regard restait froid, distant, comme s'il tentait encore de garder une barrière entre lui et cette réalité soudaine. « Et si tout ça n'était qu'un prétexte, dit-il, presque à voix basse. Une façon d'obtenir de l'argent? Une mise en scène? Je ne te connais plus, Camille. Je ne sais pas ce que tu es devenue. » Elle recula d'un pas, comme si ses mots l'avaient giflée. Elle ouvrit son sac, en sortit les papiers médicaux, les examens, le rapport de l'hôpital. Elle les posa sur le bureau, à côté de la photo. Chaque document était un éclat de vérité, tangible, vérifiable. Puis elle se redressa, le regard ferme. « Je ne veux rien pour moi. Je ne te demande pas de revenir dans ma vie. Mais Élise est aussi la tienne, même si tu refuses de le voir. Regarde ses yeux, Julien. Tu ne les reconnais pas? Tu ne te reconnais pas ?» Il baissa les yeux vers la photo. L'image semblait le hanter, lui murmurer quelque chose qu'il refusait encore d'écouter. Il n'avait jamais pensé à avoir un enfant. Sa vie était compartimentée, réglée, organisée autour de son entreprise, de ses ambitions, de ses responsabilités. Il n'y avait pas de place pour une fille de 6 ans, pour un passé qui refaisait surface à travers des traits qui lui ressemblaient trop pour être ignorés. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-il comme perdu. Camille prit une feuille, écrivit l'adresse de l'hôpital, puis la glissa parmi les documents. Elle le regarda une dernière fois, avec une tristesse contenue. « Je n'ai plus le temps d'attendre que tu acceptes. Voici où elle est. Si tu veux savoir si c'est vrai, viens la voir. Regarde-la dans les yeux et décide ensuite. Mais sache que si tu refuses, si tu choisis de l'ignorer,
Je ne reviendrai plus. Elle prit son sac, se dirigea vers la porte et avant de sortir, ajouta d'une voix presque éteinte « Elle t'appelle papa dans ses rêves ». Puis elle disparut dans le couloir, laissant Julien seul avec la vérité, les papiers et le poids d'une décision qu'il n'avait jamais pensé devoir prendre. Il resta là immobile pendant de longues minutes. Puis, sans un mot, il se rassit à son bureau, prit les documents un à un, les lut en silence. Chaque mot, chaque chiffre, chaque détail médical confirmait ce que son cœur refusait encore d'admettre. Et pourtant, il ne pouvait plus fuir. Car dans cette photo posée devant lui, il y avait quelque chose de plus fort que tous ses doutes. Il y avait une enfant, sa fille, peut-être, probablement, et elle avait besoin de lui. Cette nuit-là, Paris paraissait étrangère à Julien. Il était rentré chez lui sans se souvenir du trajet, les doigts encore crispés sur le dossier médical qu'il n'avait pas lâché depuis le départ de Camille. Dans son vaste appartement aux lignes épurées, tout semblait trop silencieux, trop propre, trop ordonné. Chaque chose était à sa place, comme toujours, et pourtant tout lui paraissait déplacé. Il posa les documents sur la table basse, puis s'effondra dans le canapé, le regard vide, les pensées en chaos. Il repensa à Camille, à leur passé effacé, à cette liaison qu'il avait jugée sans lendemain, aussi brève qu'intense. Il s'était convaincu à l'époque que ce n'était qu'une parenthèse, une distraction dans une période de labeur acharné. Il ne lui avait pas promis d'avenir. Il n'avait pas non plus dit adieu. Il s'était éloigné, absorbé par ses projets, persuadé que tout ce qui comptait devait être construit par la raison et non par l'émotion. Aujourd'hui, cette conviction s'effondrait, bousculée par une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. Il prit la photo d'Élise entre ses mains, ses yeux, ce regard. Une part de lui refusait encore d'y voir une preuve. Il lui fallait des faits, une confirmation scientifique. Pas pour fuir, pas pour nier, mais parce que son esprit exigeait la précision avant l'acceptation. Et alors, une idée lui traversa l'esprit. Il se leva brusquement, fouilla dans les affaires que Camille lui avait laissées. Dans une enveloppe, il trouva une mèche de cheveux, une mèche d'Élise. Il comprit aussitôt ce que Camille avait voulu faire. Elle ne le forçait pas à croire, elle lui donnait de quoi vérifier. Julien passa le reste de la nuit à chercher un laboratoire privé capable d'analyser discrètement l'échantillon. Ses relations, son nom, son influence ouvrirent des portes. À 7 heures du matin, il avait déjà pris rendez-vous avec un expert en génétique médicale. Il envoya un coursier récupérer une brosse à cheveux dans sa salle de bain, afin d'y extraire son propre ADN. Les consignes étaient strictes, confidentialité absolue, rapidité, fiabilité. Il ne voulait pas d'interprétation, juste la vérité, brute, irréfutable. Pendant que le laboratoire procédait à l'analyse, Julien se retrouva dans un état d'attente fébrile qu'il n'avait jamais connu. Chaque minute semblait s'étirer à l'infini. Il essaya de se concentrer sur son travail, mais les dossiers lui tombaient des mains. Il regardait son écran sans le voir. Ses collaborateurs le questionnaient à propos de réunions importantes, mais il répondait à peine. Il n'était plus dans sa tour d'ivoire. Il était ailleurs, avec cet enfant qu'il n'avait jamais vu, et dont la possible existence faisait trembler toutes les certitudes sur lesquelles il avait bâti sa vie. Le lendemain, incapable de résister à l'appel d'une intuition grandissante, il se rendit à l'hôpital. Il avait noté l'adresse que Camille lui avait laissée. Il ne voulait pas la croiser. Pas encore. Il avait besoin de voir par lui-même. Il entra discrètement dans le bâtiment portant une casquette et un manteau sobre. Il demanda, sous prétexte d'une visite à un service pédiatrique, où se trouvait Élise Dubois. Une infirmière, sans trop de questions, le guida jusqu'à un couloir calme, baigné par une lumière blanche. À travers la vitre, il vit la petite chambre. Et là, sur un lit trop grand pour elle, était assise une enfant. Elle lisait un livre illustré, les jambes tendues, entourées de coussins. Son visage était concentré, son doigt suivant les lignes du texte avec attention. Par moments, elle levait les yeux, rêveuse, puis reprenait sa lecture. Il ne pouvait pas entendre sa voix, mais il imaginait qu'elle lisait à haute voix pour elle-même. Un sourire se dessina sur ses lèvres sans qu'il le contrôle. Elle avait l'air vive, curieuse, pleine d'esprit. Puis, elle tourna la tête, comme si elle avait senti sa présence. Elle ne le vit pas, mais le simple geste de lever le regard le bouleversa. Il aperçut dans son visage une expression, une manière de plisser les yeux, qu'il connaissait trop bien.
C'était la sienne. Ce n'était pas une impression, ce n'était plus un doute, c'était un miroir, un écho, un lien. Il resta là quelques minutes encore, le cœur serré, incapable de s'approcher, incapable de s'éloigner. Puis, il repartit, sans bruit, sans alerte. Il n'était pas encore prêt. Mais il savait désormais que quelque chose en lui avait changé. Le soir même, le laboratoire l'appela. La voix du technicien était posée, professionnelle, mais Julien entendit aussitôt dans son ton ce qu'il redoutait autant qu'il espérait. « Monsieur Morel, nous avons les résultats. La probabilité de paternité est supérieure à 99,9%. Julien remercia à peine, raccrocha, puis resta là, assis dans l'obscurité de son salon. Il ne ressentit pas de choc, pas de panique, juste un calme étrange, presque douloureux, une forme de lucidité brutale. Oui, cet enfant était sa fille, et elle était en danger. Il s'était éloigné trop longtemps, mais désormais il ne pouvait plus détourner les yeux. Le lendemain matin, il retourna à l'hôpital. Cette fois, il demanda à voir Camille. On lui indiqua la salle d'attente du service pédiatrique. Il la trouva assise sur une chaise en plastique, le visage fatigué, les yeux cernés, mais toujours droite. Elle le vit approcher, se leva lentement, méfiante. Il s'arrêta devant elle, la regarda longuement, puis sortit de sa poche une feuille pliée. « Je sais que c'est vrai, dit-il simplement. Je l'ai vu, et j'ai fait le test. » Camille baissa les yeux vers le papier. Elle ne le prit pas. Elle n'en avait pas besoin. Son visage se durcit. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Tu vas l'aider ?» Julien hocha la tête. Sa voix, cette fois, ne tremblait pas. « Je vais faire ce qu'il faut. Je ne sais pas encore comment. Je ne sais pas si je peux être un bon père, mais je vais l'aider. » Camille, malgré elle, sentit ses jambes fléchir. Elle se rassit. Pendant quelques secondes, aucun mot ne fut échangé. Puis elle releva les yeux. Elle t'attend. Elle ne sait pas qui tu es, mais elle sent que quelqu'un manque. Julien s'assit à côté d'elle. Il ne dit rien, mais dans son silence, il y avait une promesse, encore timide, mais réelle, celle de ne plus jamais fuir. Le troisième jour depuis l'accident d'Élise se levait sous un ciel bas et gris. L'urgence était devenue une respiration lourde et constante dans le quotidien de Camille. Elle passait ses heures à côté du lit de sa fille, guettant les signes de douleur, d'amélioration, de fatigue, tout en essayant de garder un visage rassurant. Chaque sourire qu'elle forçait pour Élise lui coûtait. Chaque caresse sur le front de l'enfant dissimulait une peur qui ne la quittait plus. Elle vivait dans l'attente, suspendue à une promesse, celle que Julien avait faite la veille. Il avait dit qu'il s'occuperait de tout, et elle l'avait cru. Non pas par naïveté, mais parce qu'il avait parlé avec une voix qu'elle ne connaissait pas chez lui. Une voix qui trahissait un homme dépassé par la réalité, mais décidé à ne plus fuir. Camille, contre toute attente, avait senti que Julien ne reviendrait pas sur sa parole. Pourtant, à la première heure de la matinée, un médecin entra dans la chambre avec un air grave. Il tenait un dossier dans les mains qu'il feuilletait machinalement, comme s'il cherchait les mots justes. « Madame Dubois, je suis désolé. Nous allons devoir transférer Élise vers un établissement public. » Camille se figea. Les mots mirent quelques secondes à trouver un sens dans son esprit. Elle se leva aussitôt. « Quoi? Mais pourquoi? Julien Morel, il devait s'occuper de tout. Il m'a dit qu'il allait payer. » Le médecin la regarda, gêné. Il referma le dossier et posa les yeux sur elle. « Nous avons été contactés ce matin par l'administration. Il semble qu'il y ait un blocage. Une opposition de la direction. Aucun règlement n'a été validé. Sans preuve de prise en charge, nous ne pouvons pas maintenir Élise ici. Le transfert est prévu pour cet après-midi. » Camille sentit une chaleur monter à son visage. Elle sortit du couloir, prit son téléphone et appela Julien immédiatement. Il répondit au bout de quelques sonneries. Sa voix était encore rauque, à peine réveillée. « Camille, on va la transférer. Ils disent que rien n'a été payé, que l'administration bloque tout. Tu m'as dit que tu allais t'occuper de ça, Julien. » Un silence, puis une respiration rapide. « Attends, je ne comprends pas. J'ai donné l'ordre hier soir, j'ai parlé à mon avocat au service de facturation. J'ai dit que je voulais tout couvrir immédiatement. » Camille serra les dents. « Alors quelqu'un t'a trahi. » Julien raccrocha sans un mot de plus. À l'autre bout de la ville, dans son bureau du 34e étage, il bondit hors de son fauteuil. Il appela son assistante, exigea qu'on contacte l'hôpital, qu'on comprenne ce qui se passait. Puis, sans attendre les réponses,
Il sauta dans sa voiture de fonction, direction la clinique. Il savait qu'il n'avait pas de temps à perdre. Lorsqu'il arriva, Camille était dans le hall, les bras croisés, le visage tendu. Elle le vit entrer, marcha vers lui à grands pas. Tu savais que tu n'étais pas le seul à avoir du pouvoir. Tu pensais que tout obéirait sans résistance. Julien, surpris par le ton accusateur, s'arrêta net. Qu'est-ce que tu veux dire? Le directeur de l'hôpital. Il est venu ce matin. Il a reconnu ton nom. Il a dit, très calmement, que ton argent ne ferait pas ici ce qu'il fait ailleurs. Que tu ne pouvais pas acheter ta place. Julien comprit aussitôt. Marc Delattre, l'actuel directeur de la clinique. Un ancien concurrent, un homme qu'il avait battu lors d'un appel d'offres gigantesque il y a 5 ans. Un homme qui n'avait jamais digéré la défaite et qui, aujourd'hui, trouvait une façon de lui faire payer en utilisant l'arme la plus cruelle possible, une enfant malade. Il t'a utilisé, Camille. Il se sert d'Élise pour m'atteindre. Je m'en fiche, cria-t-elle presque. Je ne veux pas être un pion dans vos guerres d'hommes. Je veux juste que ma fille soit soignée. Julien la regarda, et pour la première fois, il vit dans ses yeux une détresse qui dépassait la peur. Il vit une mère au bord du gouffre, une femme qui avait tout donné et qui se retrouvait trahie encore une fois. Il ne tenta pas de se justifier. Il hocha la tête une fois, puis tourna les talons. Il monta à l'étage, pénétra dans le bureau du directeur sans frapper. Marc Delattre releva la tête, un sourire froid aux lèvres. « Julien Morel, quelle surprise! Tu refuses de traiter une enfant malade à cause de notre passé ?» demanda Julien d'un ton tranchant. « Je ne refuse rien, » répondit Delattre en haussant les épaules. « Je fais respecter les règles. Vous comprenez ça, non? Le protocole, l'ordre, vous aimez ça. Ne joue pas avec moi. Ce n'est pas un jeu. C'est une question d'éthique. Tu ne peux pas du jour au lendemain te présenter avec un chèque et croire que tout est dû. Tu es peut-être milliardaire, Julien, mais ici, tu n'es qu'un visiteur. » Julien se pencha en avant. « Si tu ne signes pas l'autorisation de traitement dans l'heure, je te promets que tu n'auras plus de clinique à diriger d'ici la fin du mois. » Le visage de Delattre se figea. Julien le regarda droit dans les yeux. Il n'y avait plus de colère dans sa voix, seulement une froide détermination. « Je vais soigner ma fille, que ça te plaise ou non. » Il sortit sans attendre de réponse. 2 heures plus tard, l'appel tomba. La direction avait changé d'avis. Le dossier d'Élise était rouvert. Les soins allaient être prodigués. Julien revint dans la chambre, les traits tirés mais plus calmes. Camille l'attendait. « C'est bon, » dit-il simplement. « Elle ne bougera pas d'ici. J'ai réglé la situation. » Elle le regarda longuement. Elle ne le remercia pas. Pas encore. Mais dans son regard, il lut un changement subtil. Peut-être le début d'un pont entre eux. Cette nuit-là, pour la première fois, Julien resta à l'hôpital. Il dormit dans un fauteuil près du lit d'Élise. Il la regarda dormir, écouta sa respiration, observa les mouvements de ses mains. Une vie fragile qu'il n'avait pas créée seul, mais qu'il pouvait désormais aider à préserver. Dans le silence de la chambre, entre les machines et les lumières tamisées, quelque chose de nouveau naissait. Pas encore une famille, mais une promesse. Lorsque le soleil se leva sur Paris ce matin-là, la lumière filtra à travers les stores de la chambre d'hôpital, dessinant des ombres longues sur le sol blanc. Élise dormait encore, son petit corps affaibli, allongé sur le lit, entouré d'un appareil de perfusion et d'un moniteur qui émettait des sons réguliers et discrets. Camille, elle, s'était assoupie dans une position inconfortable, le dos courbé sur le rebord du lit, une main serrée autour de celle de sa fille. Julien, quant à lui, était resté dans le fauteuil qu'il n'avait pas quitté de la nuit, le regard perdu dans les murs pâles, sans trouver le sommeil. La nuit avait été longue. Non à cause des alarmes médicales ou des passages du personnel hospitalier, mais à cause de tout ce qu'il n'avait pas dit, de tout ce qu'il découvrait peu à peu de cette fillette et de ce qu'elle représentait. Il ne connaissait rien d'elle, pas ses goûts, pas ses jeux préférés, pas ses rêves. Et pourtant, elle était de lui. Le fait n'était plus une hypothèse, mais une certitude qu'il portait désormais comme un poids et une responsabilité. Le matin venu, Camille se réveilla avec un sursaut comme souvent depuis l'accident. Elle regarda Élise, vérifia qu'elle respirait bien, puis releva lentement les yeux vers Julien. Il était encore là. Il n'avait pas fui pendant la nuit. Ce détail, simple en apparence, bouleversa quelque chose en elle. Elle n'en laissa rien paraître, mais son regard se fit moins dur, moins sur la défensive. Julien se leva, s'étira légèrement, puis s'approcha du lit. « Elle dort profondément, dit-il à voix basse.
Le médecin est passé à 6 heures. Il dit que son état est stable mais que la chirurgie ne peut pas être repoussée davantage. Camille acquiesça, fatiguée, vidée. Elle se leva, prit son sac et annonça qu'elle allait prendre une douche rapide à la salle prévue pour les parents. Julien proposa de rester auprès d'Élise. Elle hésita, puis hocha la tête. Elle n'avait pas encore confiance, pas pleinement, mais elle savait qu'il n'avait aucun intérêt à partir maintenant. Pas alors qu'il avait vu sa fille dans cet état. Lorsqu'elle revint, un quart d'heure plus tard, elle trouva Julien assis sur le lit, tenant un livre pour enfants ouvert devant lui. Élise, les yeux mi-clos, écoutait doucement, un sourire naissant au coin des lèvres. Il lisait avec une application maladroite, cherchant ses mots, trébuchant parfois sur les phrases trop longues, mais sans abandonner. La scène surprit Camille, non parce qu'elle n'imaginait pas Julien capable de douceur, mais parce que c'était la première fois qu'il semblait essayer sincèrement. Quand la lecture prit fin, Élise demanda d'une voix faible « Tu peux rester encore un peu ?» Julien la regarda, ému, puis posa sa main sur la sienne. « Autant que tu veux. » Camille s'approcha doucement, posa une couverture sur les jambes de sa fille, puis murmura à Julien « On doit parler. » Ils sortirent de la chambre et s'installèrent dans un petit couloir attenant, à l'abri des regards. « Je veux savoir ce que tu comptes faire, » dit Camille. « Pas seulement pour payer la clinique. Tu as dit que tu allais t'occuper d'elle. Mais pour combien de temps? Jusqu'à ce qu'elle aille mieux? Et après? Tu vas disparaître encore ?» Julien ne répondit pas tout de suite. Il regardait ses mains comme s'il y cherchait une réponse. Puis il releva les yeux, et pour la première fois, Camille vit chez lui une sincérité qu'elle n'avait jamais vue, même du temps où ils étaient proches. « Je ne sais pas comment être un père, Camille. Je ne l'ai jamais été. Je n'ai pas grandi dans un foyer aimant. Mon père était autoritaire, absent, ma mère épuisée. J'ai appris à me construire seul. Tout ce que je sais, je l'ai appris à travers le travail, la discipline. Mais je veux apprendre, si tu me laisses faire. » Camille le fixait, impassible. Elle écoutait sans répondre. Au fond d'elle, les mots touchaient des endroits sensibles, mais elle savait que les paroles ne suffisaient pas. Elle avait trop vécu de promesses non tenues. Elle voulait des gestes. « Ce n'est pas moi que tu dois convaincre, c'est elle. » Julien acquiesça. Il s'attendait à cette réponse. Il savait aussi qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Au fil des jours suivants, il se rendit disponible comme jamais. Il organisa son emploi du temps pour pouvoir rester matin et soir à l'hôpital. Il engagea les meilleurs spécialistes, discuta avec les chirurgiens, suivit chaque détail du protocole, mais surtout il s'efforça d'être là. Il apportait des jeux, lisait des histoires, parlait avec Élise de choses simples. Il découvrit qu'elle aimait dessiner des étoiles, qu'elle détestait les légumes verts, qu'elle rêvait de voir la neige. Il découvrit aussi que Camille chantait doucement pour l'endormir, même si sa voix était cassée par la fatigue. Il découvrit qu'Élise appelait son vieux lapin en peluche Monsieur Blue et qu'elle avait peur du noir depuis une coupure d'électricité l'an passé. Tous ces petits détails, insignifiants pour d'autres, étaient pour lui des fragments de vie qu'il aurait dû connaître depuis longtemps et qu'il découvrait maintenant, avec humilité. Un soir, alors qu'il rangeait les dessins qu'Élise avait faits pendant la journée, Camille l'observa en silence. Il pliait les feuilles avec soin, les glissait dans une chemise, les gardait comme des trésors. Ce n'était pas un geste calculé, c'était un réflexe nouveau, un réflexe de père. Elle s'approcha de lui, s'assit à ses côtés. « Elle t'aime déjà, tu le sais, n'est-ce pas ?» Julien releva les yeux, surpris. « Tu crois ? Elle parle de toi en souriant. Elle t'attend. Elle espère que tu seras là après l'opération. Elle n'ose pas le dire trop fort, mais je le vois. » Julien hocha la tête. Il voulait être là, pas juste pour cette opération, pas juste pour réparer le passé, mais pour construire quelque chose de neuf. « Si tu veux apprendre à être père, Julien, » dit Camille après un moment de silence, « commence par ne pas partir. Reste, même quand ce sera difficile, même quand elle pleurera, même quand elle te rejettera. Reste. » Il la regarda longuement. Puis, sans théâtralité, il répondit simplement « Je resterai. » La semaine avait semblé plus douce. Les jours s'étaient écoulés entre examens, soins, moments de tendresse, lectures partagées et discussions feutrées dans la chambre d'hôpital. Élise souriait davantage. Son visage pâle s'illuminait quand Julien entrait dans la pièce, et Camille, pour la première fois depuis l'accident, avait cessé de calculer chaque minute comme une menace.
Elle se permettait même de rire parfois en entendant les histoires absurdes que Julien inventait pour distraire leur fille. Un fragile équilibre semblait se dessiner comme une promesse discrète entre deux mondes qui s'étaient ignorés trop longtemps. Mais cet équilibre se brisa brutalement une nuit, sans prévenir. C'était un jeudi soir. Camille s'était assoupie dans le fauteuil habituel, les jambes recroquevillées sous une couverture mince, tandis que Julien travaillait en silence sur son ordinateur portable, assis dans un coin de la pièce. Élise dormait profondément, son souffle calme bercé par les médicaments. Puis, soudain, un gémissement aigu s'échappa d'elle, suivi d'un mouvement brusque. Camille ouvrit les yeux d'un coup. Julien se leva d'un bond. La petite fille était raide, les yeux ouverts mais hagards, le corps tremblant. Elle haletait, les mains serrées contre sa poitrine, le visage déformé par la douleur. Camille appuya aussitôt sur le bouton d'alarme, appelant les infirmiers. Julien s'approcha du lit, tentant de parler doucement, mais Élise ne réagissait plus. Une sueur froide recouvrait son front. L'infirmière arriva précipitamment, vérifia ses constantes, appela un médecin. L'équipe médicale entra en quelques secondes, transformant la chambre en théâtre d'intervention. Camille fut priée de sortir. Julien voulut rester, mais on lui intima aussi de quitter la pièce. Dans le couloir, ils restèrent debout, immobiles, Camille le dos contre le mur, les bras croisés sur sa poitrine, les yeux perdus dans le vide. Julien faisait les 100 pas, incapable de tenir en place, jetant des regards furieux vers la porte fermée. Personne ne leur expliquait rien. Chaque minute semblait une éternité. Après une demi-heure, un médecin sortit enfin. Il avait l'air exténué. Elle a fait une réaction inflammatoire aiguë. L'infection s'est propagée plus vite que prévu autour de la zone fracturée. Le risque neurologique est accru. On ne peut plus attendre pour l'opération. Camille hocha lentement la tête, incapable de formuler une phrase. Julien, lui, sentit une colère sourde monter en lui. Pourquoi n'avez-vous pas prévu ça plus tôt? Vous m'avez dit qu'elle était stable. Le médecin soutint son regard sans se laisser intimider. Elle l'était, jusqu'à cette nuit. Chez un enfant, tout peut changer très vite. Julien ne répondit rien. Il passa ses mains sur son visage, puis se retourna vers Camille qui restait figée. « Je vais chercher le chirurgien. L'intervention aura lieu ce matin même. Préparez-vous. » Ils restèrent seuls dans le couloir désert. Camille s'effondra sur le banc en métal, la tête entre les mains. Julien s'approcha, tenta de poser une main sur son épaule, mais elle la repoussa violemment. « C'est de ta faute, » murmura-t-elle, la voix rauque. « Si tu avais agi plus tôt, si tu avais été là dès le premier jour, peut-être qu'on aurait pu éviter ça. » Julien ne répondit pas. Il encaissa la douleur de ses mots sans broncher. Il savait qu'elle disait ça sous le coup de l'émotion. Mais il savait aussi qu'au fond, elle avait raison. Il avait eu 6 ans pour être un père. Il avait choisi de n'en être aucun. Et maintenant, il devait faire face aux conséquences. Camille se leva brusquement, les yeux brillants de larmes. « Sors, je ne veux plus te voir. » Il resta un instant immobile. Puis, sans protester, il quitta le service. Il marcha longtemps dans les rues de Paris, incapable de retrouver son souffle. L'idée que cet enfant, son enfant, pouvait perdre l'usage de ses jambes, le déchirait. Il n'avait jamais connu ce type de douleur. Lui qui avait tout contrôlé dans sa vie, tout prévu, tout calculé, se retrouvait démuni. Son argent, son pouvoir, ses connexions ne pouvaient rien contre l'irréparable. Il pensa à retourner à l'hôpital, à parler de nouveau à Camille, à insister, mais il savait que ce n'était pas le moment. Il s'assit finalement sur un banc dans un square vide, les mains dans les poches, le cœur noyé dans une culpabilité qu'il ne savait pas comment réparer. C'est là qu'il reçut un message. Un simple SMS d'un numéro inconnu. « Revenez, elle a besoin de vous. » Il reconnut le numéro de la docteure Lefebvre, la chirurgienne en charge d'Élise. Il se leva immédiatement, prit un taxi, retourna à l'hôpital. Lorsqu'il arriva, Camille était seule dans la salle d'attente, la tête appuyée contre le mur, les yeux fermés. Elle ne le regarda pas. Il s'assit à côté d'elle. Le silence était lourd, mais différent. Pas de rancune, juste de la peur. La docteure les rejoignit quelques minutes plus tard. Elle s'assit face à eux. L'intervention aura lieu dans 1 heure. Les conditions ne sont pas idéales, mais nous n'avons plus le luxe d'attendre. Elle est forte, mais elle aura besoin de stabilité après l'opération. Pas seulement physique, émotionnelle. Elle vous observe tous les deux. Elle sent tout. Et ce que vous êtes, ensemble, maintenant, aura un impact sur sa guérison.
Julien la remercia d'un signe de tête. Camille, elle, resta silencieuse. Lorsque le moment arriva, ils accompagnèrent Élise jusqu'au bloc opératoire. Elle était réveillée mais somnolente à cause de la prémédication. Elle tenait son lapin contre elle, murmura un mot à sa mère, puis leva les yeux vers Julien. « Tu vas rester ?» Il se pencha vers elle, caressa ses cheveux doucement. « Je ne bougerai pas d'ici, je te le promets. » Elle ferma les yeux, rassurée, et la porte se referma. Julien et Camille s'assirent côte à côte, dans ce couloir froid, en attendant que le destin de leur fille se joue à huis clos. Le temps, suspendu, semblait ne plus exister. Rien d'autre ne comptait. Rien, sauf elle. Le couloir du bloc opératoire s'étendait comme un tunnel infini, où les secondes devenaient des heures, et où chaque bruit de porte, chaque pas dans le silence, faisait sursauter Camille et Julien. Assis l'un à côté de l'autre, leur corps semblait figé, tendu par une même angoisse. Ils n'osaient pas se parler. Leurs regards se croisaient à peine. Tout était suspendu à l'issue de cette opération, à ce que la vie déciderait de leur offrir ou de leur reprendre. Pour tromper l'attente, Camille se leva au bout d'un moment. Elle avait besoin de marcher, de bouger, de respirer. Elle retourna dans la chambre vide d'Élise, comme pour retrouver un peu d'elle dans les objets qu'elle y avait laissés. Tout était en place, figé dans une immobilité étrange. Le petit sac à dos d'Élise traînait encore au pied du lit, à moitié ouvert. Camille s'agenouilla, l'ouvrit et commença à en sortir les affaires. Un carnet de coloriage, un crayon cassé, une boîte de biscuits entamée. Puis, au fond du sac, quelque chose attira son attention. Une enveloppe ancienne, jaunie, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Elle la prit dans ses mains. Elle reconnut son écriture. Et soudain, tout lui revint. C'était une lettre. Une qu'elle avait écrite à Julien 6 ans plus tôt, lorsqu'elle avait découvert sa grossesse. Elle l'avait rédigée dans la cuisine minuscule de son ancien appartement, à la lueur d'une bougie, le cœur rempli de doutes et de colère mêlées. Elle y avait mis tout ce qu'elle n'avait pas su dire. Elle avait décrit la peur, l'abandon, la solitude, mais aussi cette étrange certitude qu'elle devait garder l'enfant, qu'il y avait en elle une force qu'elle ne soupçonnait pas. Elle y avait glissé une échographie même, puis elle l'avait rangée dans une boîte incapable de la poster. Par orgueil, par peur d'un rejet qu'elle jugeait inévitable. La lettre avait fini dans une valise, puis dans un carton, puis dans le sac d'Élise par accident, lors d'un déménagement précipité. Et voilà qu'elle refaisait surface, au moment exact où tout basculait. Camille la relut. Les mots lui firent l'effet d'un coup de poing. Elle ne s'était pas relue depuis. Tout lui parut lointain et proche à la fois. Elle avait été jeune, vulnérable, mais profondément honnête. Et dans chaque phrase, il y avait une douleur vraie, un cri qu'elle n'avait jamais poussé. Elle retourna au couloir d'attente. Julien leva les yeux en la voyant revenir. Elle ne dit rien. Elle s'assit à côté de lui, tendit l'enveloppe. Il la prit sans comprendre, observa l'écriture, la tourna entre ses doigts. « C'est toi qui l'as écrite ?» Elle hocha la tête. « Il y a 6 ans. Je ne l'ai jamais envoyée. » Julien la regarda interrogatif. Elle insista du regard. « Lis-la, maintenant. » Il ouvrit l'enveloppe, déplia la feuille. Pendant plusieurs minutes, seul le froissement du papier brisa le silence. Camille, à côté, le regardait en coin, sans rien dire. Il parcourait chaque ligne lentement, son visage se transformant peu à peu. Son regard, d'abord dur, se voila. Sa gorge se serra. À la fin de la lecture, il resta immobile, la lettre posée sur ses genoux, le regard perdu devant lui. « Je n'ai jamais su », murmura-t-il. Camille baissa les yeux. Il continuait, la voix plus basse encore. « Tu étais seul. Et moi, j'étais ailleurs. Tu ne m'as jamais donné l'impression que tu voulais rester, Julien. Tu étais déjà parti, même quand tu étais encore là. » Il acquiesça. Ce n'était pas un reproche qu'il contestait. C'était une réalité qu'il n'avait jamais osé affronter. Je ne savais pas comment aimer, pas autrement qu'à travers ce que je pouvais contrôler. Le travail, les résultats, le succès. Tu ne savais pas qu'on pouvait aussi échouer sans que tout s'écroule, répondit-elle doucement. Julien ferma les yeux. Il tenait toujours la lettre. Dans son esprit, les mots tournaient en boucle. Elle avait voulu lui dire. Elle avait eu le courage de l'écrire, mais pas celui d'envoyer. Et lui, de son côté, n'avait jamais pris la peine de demander, de chercher, de tendre la main. « Je suis désolé », finit-il par dire. « Pour tout. Pour mon silence. Pour t'avoir laissé porter tout ça seul. » Camille hocha la tête sans le regarder. « Ce n'est pas moi qu'il faut consoler.
c'est elle. Il comprenait. Tout ce qu'il aurait pu dire ou faire ne comptait plus que dans la mesure où cela pouvait réparer quelque chose chez Élise. Un médecin sortit du bloc opératoire à cet instant. Julien et Camille se levèrent d'un bond, le cœur au bord des lèvres. Le chirurgien les rejoignit, le visage fermé mais calme. L'intervention est terminée. Elle s'est bien déroulée. Il faudra attendre quelques heures avant de savoir si les fonctions motrices répondent normalement. Mais pour l'instant, tous les indicateurs sont positifs. Camille sentit ses jambes faiblir. Julien la rattrapa sans un mot. Elle s'appuya brièvement contre lui, puis se redressa. Est-ce qu'on peut la voir? Dans 1 heure, elle est en salle de réveil. Ils revinrent s'asseoir, mais quelque chose avait changé. Le silence n'était plus celui de 2 inconnus liés par une situation. Il était celui de 2 parents qui venèrent de traverser ensemble la peur la plus profonde. Julien sortit la lettre de sa poche, la replia soigneusement, la glissa dans son portefeuille. « Je la garderai. Elle me rappellera ce que je ne dois plus jamais faire. Me taire. » Camille tourna enfin la tête vers lui. « Et moi, elle me rappellera que parfois, parler est la seule façon de rester debout. » Quand on vint les chercher pour voir Élise, ils se levèrent ensemble. Pas comme un couple. Pas encore. Mais comme 2 piliers d'un même monde. Celui d'une enfant qui, dans un lit d'hôpital, les attendait. La porte de la chambre se referma doucement derrière eux, dans un souffle à peine audible. Camille et Julien entrèrent sur la pointe des pieds, comme si le silence pouvait protéger Élise du monde extérieur. La pièce baignait dans une lumière tamisée, et au centre, sur le lit d'hôpital, leur fille reposait, le visage pâle, une perfusion à l'avant-bras, des électrodes discrètes posées sur sa poitrine, un moniteur indiquant ses constantes vitales dans un rythme régulier, presque rassurant. Elle dormait encore, ses cils frémissant parfois sous l'effet des sédatifs. Sa main droite tenait toujours, machinalement, l'oreille usée de Monsieur Blue, son lapin en peluche, compagnon silencieux de ses nuits d'angoisse. Julien resta figé quelques secondes à l'entrée, touché par la fragilité de cette image, bouleversé par le poids de ce qu'elle représentait. Camille, quant à elle, s'approcha doucement, vérifia du regard chaque branchement, chaque chiffre sur l'écran, chaque mouvement de poitrine, comme elle l'avait fait 1000 fois déjà. Puis elle se tourna vers lui, l'invitant d'un signe à s'asseoir. Ils prirent place l'un à côté de l'autre, dans le silence absolu de la chambre, interrompu uniquement par les bips discrets du moniteur. La tension était encore là, palpable, mais teintée cette fois d'un calme étrange, comme une accalmie après la tempête. « Elle va se réveiller bientôt », dit Camille, sa voix presque murmurée. Julien hocha la tête, mais ne répondit pas. Il ne pouvait détacher son regard du visage d'Élise. Maintenant qu'il savait qu'elle allait probablement s'en sortir, il commençait à sentir la fatigue, la culpabilité, et cette émotion nouvelle, déroutante, la fierté. Camille reprit doucement. « Le chirurgien est confiant. Il a dit que la compression avait été levée, que la stabilisation avait fonctionné. Et elle pourra marcher? Si tout se passe bien, oui, mais il faudra du temps. Et de la patience. » Julien acquiesça à nouveau. Il pensait à toutes les choses qu'il n'avait jamais eu à attendre, à tout ce qu'il avait toujours obtenu rapidement, par volonté, par acharnement. Mais pour elle, il serait patient. Il attendrait chaque progrès, chaque mouvement, chaque pas comme une victoire. Un gémissement les fit sursauter. Élise bougea légèrement la tête, les sourcils froncés. Camille se pencha immédiatement vers elle, lui caressant doucement les cheveux. « Mon cœur, c'est maman. Tu es réveillée ?» La fillette ouvrit lentement les yeux, papillonnant sous la lumière. Elle chercha autour d'elle, perdue un instant, puis son regard se fixa sur Camille, puis sur Julien. Un sourire léger apparut sur ses lèvres, épuisé mais sincère. « Vous êtes là ?» Julien s'approcha lentement comme s'il craignait de troubler cet instant. « Oui, on est là. Et on va rester. » Élise serra plus fort son lapin contre elle. Puis, dans un élan de fragilité, elle tendit sa main vers Julien. Il la prit sans hésiter. Sa peau était tiède, douce, et ce simple contact bouleversa tout en lui. « Tu es mon papa ?» La question, posée sans détour, sans peur, le frappa au cœur. Camille le regarda, tendu. Mais Julien, cette fois, ne chercha pas d'échappatoire. « Oui, je suis ton papa. » Élise hocha lentement la tête, comme si elle validait quelque chose qu'elle savait déjà au fond d'elle. Elle ferma à nouveau les yeux, rassurée, comme si ces mots suffisaient pour la protéger. Camille s'essuya discrètement les yeux, puis se leva pour leur laisser un instant.
Julien resta à son chevet, incapable de bouger, serrant cette petite main qui semblait faite pour tenir la sienne. Les heures suivantes furent lentes, mais douces. Élise reprenait des forces. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle souriait. Julien lui raconta des histoires absurdes. Camille lui chantonna des comptines. Ensemble, ils formaient une bulle fragile, encore loin d'être une famille dans le sens traditionnel, mais résolument unie par un lien que plus rien ne pouvait nier. Le médecin entra en fin d'après-midi pour évaluer les premiers réflexes post-opératoires. Camille tenait Élise par les épaules, Julien par la main. L'enfant tenta de bouger légèrement les orteils. Rien. Puis, avec un effort immense, elle parvint à faire frémir le pied droit. Le médecin sourit. Camille éclata en sanglots silencieux. Julien, pour la première fois depuis longtemps, ferma les yeux et murmura un remerciement sans destinataire. La rééducation serait longue, peut-être douloureuse, mais les bases étaient là. La réussite de l'opération, l'absence de complications graves, l'espoir. À la fin de la journée, Camille s'éclipsa quelques minutes pour aller chercher un café. Julien resta seul avec Élise. Elle ouvrit à nouveau les yeux, tourna lentement la tête vers lui. « Tu resteras toujours ?» Il s'approcha davantage, s'agenouilla près du lit. « Je ne savais pas que tu existais, mais maintenant que je le sais, je ne partirai plus jamais. » Élise sourit, puis elle demanda tout bas « Tu sais faire les crêpes ?» Julien éclata de rire, surpris par la question. « Je crois que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais si tu veux, on pourra les faire ensemble. »« Avec maman aussi ?» Il hésita une fraction de seconde, puis répondit sans détour « Avec maman aussi. » Quand Camille revint, elle trouva sa fille endormie, un sourire paisible sur les lèvres, et Julien assis à ses côtés, la main toujours posée dans la sienne. Il leva les yeux vers elle, et dans son regard, elle lut une chose simple, claire, qu'elle n'avait jamais vue chez lui, la certitude. Il était là. Il avait choisi de rester, non parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait. Parce qu'à cet instant précis, au cœur de cette chambre d'hôpital, il n'y avait nulle part ailleurs où il aurait préféré être. Les jours qui suivirent l'opération se déroulèrent dans une atmosphère à la fois fragile et pleine d'espoir. Élise récupérait doucement, son corps répondant positivement aux premiers exercices de rééducation. Chaque mouvement, chaque tentative de redresser son buste, de faire glisser ses jambes, était une victoire, un pas vers la lumière après l'obscurité. Camille restait à ses côtés en permanence, attentive à tout, présente dans chaque geste. Julien, lui, avait déplacé son bureau temporairement à l'hôpital. Il passait ses journées à envoyer des mails depuis une tablette, à passer des appels dans les couloirs, mais surtout, il passait du temps avec Élise. La transformation de Julien était lente, discrète, mais réelle. Il ne donnait pas d'ordres ici. Il écoutait. Il ne gérait pas un projet. Il découvrait une vie. Il comprenait peu à peu que son rôle ne consistait pas à réparer ce qui avait été brisé, mais à apprendre à exister dans ce monde qu'il n'avait pas contribué à construire, mais qu'il voulait désormais préserver. Élise posait 1000 questions. Elle voulait savoir s'il aimait les glaces à la vanille, s'il avait peur du noir quand il était petit, s'il avait déjà eu une amoureuse. Julien répondait avec maladresse parfois, mais toujours avec sincérité. Il ne jouait pas un rôle. Il apprenait. Chaque jour, il comprenait un peu mieux la patience, l'humour, la simplicité. Il découvrait que l'amour ne se disait pas en grandes déclarations, mais dans le fait de passer 1 heure à colorier un dessin ou à chercher le chausson manquant sous le lit d'hôpital. Camille, d'abord prudente, observa cette évolution en silence. Elle n'attendait rien. Elle ne croyait pas encore en une transformation durable, mais elle voyait que quelque chose, en Julien, s'ouvrait. Et cela faisait naître en elle des émotions qu'elle aurait préféré garder enfouies, des souvenirs, des fragments d'un passé qu'elle avait mis de côté, mais qui revenaient par la porte de la tendresse. Un après-midi, alors qu'Élise dormait après une séance de kinésithérapie, Camille et Julien se retrouvèrent dans la petite cafétéria de l'hôpital. Le lieu n'avait rien de chaleureux, mais pour eux, il devenait presque un refuge. Assis face à face, 2 tasses de thé entre les mains, ils échangeaient quelques mots, des banalités au début, puis des choses plus intimes, sans l'avoir prémédité. « Je ne t'imaginais pas ici comme ça », dit Camille, en observant Julien qui remuait distraitement son sucre dans sa tasse. Il leva les yeux vers elle, un peu surpris. « Moi non plus. Je pensais que j'étais incapable de ce genre de choses. »« Tu l'étais », répondit-elle avec un léger sourire. Julien rit doucement. «
pas vexé. Il acceptait cette remarque parce qu'elle était vraie. Tu m'as toujours dit que j'étais un robot. Peut-être que je l'étais. Camille haussa les épaules. Un robot qui apprend à ressentir, c'est rare. Ils se regardèrent un moment, sans parler. Il y avait entre eux une sorte de trêve, une paix silencieuse née de tout ce qu'ils venaient de traverser. Aucun d'eux ne parlait d'avenir. Ils vivaient l'instant présent, conscients que rien n'était garanti. Puis un matin, Élise fit une demande qui bouleversa l'équilibre qu'ils avaient retrouvé. Elle venait de terminer un petit dessin représentant une maison. À côté, 3 bonshommes. Une femme avec des cheveux longs, un homme grand et une petite fille avec 2 tresses. Camille la regardait dessiner, amusée. « Qui est-ce » Élise répondit simplement « C'est nous ». Puis elle leva les yeux vers Julien, assis à quelques pas, un dossier sur les genoux. « Papa, tu peux venir vivre avec nous ». Un silence tomba sur la pièce. Julien, surpris, posa son dossier. Camille, figée, chercha les mots pour détourner la question, mais Élise insista. « Comme ça, on sera une vraie famille. Tu veux pas ?» Julien regarda Camille. Elle semblait aussi déstabilisée que lui. Mais il n'y avait ni peur ni colère dans ses yeux, juste cette question suspendue. Et maintenant? Il s'approcha du lit, s'agenouilla au niveau d'Élise. « J'aimerais ça. Mais ce genre de choses, ça ne se décide pas en un jour. Il faut du temps pour apprendre à vivre ensemble. » Élise pencha la tête. « Tu veux dire, comme un jeu de société ?» Julien sourit. « Un peu. On commence par lire les règles. Ensuite, on essaie. Et si on perd une manche, on recommence. » Elle acquiesça, comme si la métaphore suffisait à lui expliquer tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Camille se leva, s'approcha. « On n'a jamais été une famille classique, Élise. Mais on peut essayer de construire quelque chose. » Julien regarda Camille. Elle ne lui faisait pas de promesses. Elle ne lui ouvrait pas la porte trop grand, mais elle ne la fermait plus. Et cela suffisait pour aujourd'hui. Les jours suivants furent remplis de cette nouvelle légèreté. Julien venait chaque matin, apportant des croissants et des livres. Camille le rejoignait pour les repas. Ils parlaient, riaient, se disputaient parfois sur les goûts musicaux d'Élise ou la manière de plier ses habits, mais tout cela formait une sorte de quotidien, bancal, imparfait, mais sincère. La sortie de l'hôpital approchait. Le médecin avait confirmé que la rééducation pouvait se poursuivre à domicile, sous surveillance. Camille avait déjà prévu d'adapter leur appartement. Julien, de son côté, proposa autre chose. Un soir, alors que Camille rangeait les affaires de sa fille dans une valise, Julien entra dans la chambre, hésitant. « J'ai une maison, à la campagne, à 1 heure d'ici. Elle est vide, mais pleine de lumière. Il y a un jardin, des oiseaux, du silence. Ce serait peut-être bien pour elle. » Camille leva les yeux. Elle comprit qu'il ne lui faisait pas une offre intéressée. Ce n'était pas un piège, c'était une main tendue. Quelques jours, juste pour qu'elle se repose. Et vous aussi. Camille réfléchit, puis elle acquiesça. « D'accord, mais c'est elle qui décidera si on reste plus longtemps. » Julien sourit. Il acceptait les règles du jeu. Peu à peu, ils apprenaient à les écrire ensemble. La maison se trouvait au bout d'un chemin bordé de cyprès, légèrement en retrait d'un petit village aux pierres anciennes. Entourée de champs encore verts malgré la fin de l'été, elle semblait attendre depuis longtemps qu'on y redonne vie. Les volets avaient été ouverts quelques jours auparavant par Julien lui-même, qui avait passé un week-end entier à la nettoyer, à préparer chaque pièce, à faire les lits, à ranger les livres et les jouets qu'il avait achetés en pensant à Élise, sans même savoir si elle les aimerait. Quand ils arrivèrent, Camille était tendue. Elle avait longuement hésité avant d'accepter cette proposition. Son instinct de protection était encore très présent. Elle avait passé des années à construire seule un univers sûr pour sa fille, et l'idée de l'installer dans un espace façonné par Julien l'inquiétait. Mais Élise, dès qu'elle avait vu les champs défiler à travers la fenêtre de la voiture, avait souri. Et ce sourire avait suffi à dissiper une partie de ses doutes. Julien les accueillit sur le perron, sans empressement. Il portait une chemise simple, un jean, et avait l'air plus jeune, plus détendu. Il prit les valises de Camille sans un mot et les conduisit à l'intérieur. La maison respirait une chaleur inattendue, des meubles en bois clair, des rideaux en lin, des bouquets de lavande séchés sur les étagères. Camille parcourut les pièces du regard, cherchant ce qui pourrait lui poser problème, mais tout semblait pensé avec soin, sans excès, sans prétention. Une maison vraie.
Élise s'écria en découvrant une petite chambre peinte en jaune pâle, avec une bibliothèque déjà remplie et un tapis moelleux au sol. Elle sauta sur le lit, ria et déclara qu'elle voulait y dormir dès ce soir. Camille et Julien échangèrent un regard discret, un mélange de soulagement et de prudence. Rien n'était encore défini, mais l'essentiel était là. Leur fille souriait. Les premiers jours s'écoulèrent dans une harmonie étrange, faite de silences partagés et de gestes simples. Le matin, Julien préparait le petit déjeuner. Camille lui prêtait main forte, parfois en silence, parfois en lui donnant des conseils qu'il écoutait avec une attention inhabituelle. Élise mangeait lentement, posant 1000 questions sur les oiseaux qu'elle entendait dehors, sur les arbres, sur les nuages. Elle parlait avec un naturel désarmant, comme si le lien entre les trois existait depuis toujours. Les après-midi, ils sortaient dans le jardin. Julien avait installé une chaise longue pour Camille, qui surveillait les exercices d'Élise. Avec l'aide d'une kinésithérapeute locale recommandée par l'hôpital, la fillette reprenait peu à peu confiance dans son corps. Les premiers pas, hésitants, soutenus par des barres parallèles, déclenchèrent chez Julien une émotion qu'il ne chercha pas à cacher. Il pleura en silence, assis à l'ombre d'un arbre, pendant que Camille applaudissait doucement. Ce jour-là, elle ne lui demanda pas pourquoi il pleurait. Elle se contenta de s'asseoir à ses côtés et de poser sa main sur la sienne. Le soir venu, ils cuisinaient ensemble. Camille redécouvrait le plaisir de ne pas tout devoir faire seul. Julien se révélait maladroit mais appliqué. Il apprenait à couper les légumes sans trop râler, à lire une recette sans inventer la moitié. Élise, assise sur un tabouret, les observait, les yeux brillants, et commentait tout ce qu'il faisait. Elle s'émerveillait de la façon dont Julien mettait trop de sel ou oubliait de remuer la sauce. Elle riait surtout, et ce rire remplissait la maison d'une musique qu'aucun d'eux n'avait entendue depuis longtemps. Les soirées se terminaient souvent dans le salon autour d'un feu léger. Camille lisait, Élise dessinait, et Julien parfois sortait son ordinateur, mais il ne travaillait plus comme avant. Il répondait à quelques messages, puis refermait l'écran. Il levait les yeux vers les deux présences qui donnaient un autre rythme à sa vie, et il restait là simplement. Un homme qui avait bâti des empires technologiques et qui, soudain, comprenait qu'aucune conquête ne valait celle de ces instants volés au monde. Un soir, Élise insista pour dormir avec eux dans le salon. Elle voulait faire un camping-maison, comme elle l'appelait. Ils installèrent des matelas, des coussins, des couvertures, et s'endormirent tous les trois dans la lumière tamisée d'une lampe posée au sol. Camille, d'abord réticente, finit par se détendre. Elle se réveilla au milieu de la nuit, Élise contre son flanc et Julien à quelques centimètres, paisible. Elle les regarda un long moment, puis referma les yeux. Elle n'avait pas de certitude, mais elle se sentait moins seule. Le lendemain, Julien lui proposa de rester quelques jours de plus. Camille, cette fois, ne chercha pas une excuse. Elle dit simplement qu'il verrait. Le temps n'avait plus la même urgence. Au fil de la semaine, ils continuèrent à tisser, sans le dire, les premiers fils d'un quotidien partagé. Ils ne parlaient pas de futur ni de ce qu'ils étaient devenus, mais tout dans leurs gestes, leur silence, leurs attentions, disait que quelque chose avait changé. Julien se mettait à cuisiner même quand Camille ne le lui demandait pas. Elle lui confiait des souvenirs de son enfance. Il riait de ses maladresses, elle corrigeait ses plis de nappe, il l'écoutait quand elle parlait de reprendre des études. Ils n'étaient pas encore un couple, pas encore une famille, mais ils étaient ensemble, et c'était un commencement. Un de ceux qu'on ne planifie pas mais qu'on reconnaît quand ils arrivent. La veille de leur départ, Élise déclara qu'elle voulait vivre ici pour toujours. Camille sourit. Julien, lui, ne dit rien. Mais en refermant la porte de la chambre d'Élise ce soir-là, il s'arrêta un instant, regarda la lumière sous la porte et sut que, pour la première fois, il ne voulait plus partir. Le jardin était en fleurs. Le printemps s'était installé doucement dans la campagne et les arbres qui bordèrent la maison de Julien s'étaient couverts de jeunes feuilles d'un vert éclatant. La lumière du matin caressait les pierres chaudes de la façade et dans l'air flottait l'odeur légère de la terre humide et du vent frais. Dans ce décor paisible, Élise courait, ses petites jambes franchissant les pas hésitants du début avec une assurance nouvelle. Ses pieds, encore soutenus par des chaussures orthopédiques légères, frappèrent le sol avec une joie contagieuse. Elle riait, libre, comme si rien n'avait jamais été menacé. Camille, debout sous le porche, l'observait avec des yeux brillants.
Elle tenait une tasse de café entre ses mains, mais elle ne buvait pas. Son regard était entièrement absorbé par la scène qui se déroulait devant elle. Julien, à quelques mètres d'Élise, faisait semblant de ne pas la rattraper, provoquant des éclats de rire à chaque virage. Il feignait de trébucher, de perdre son souffle, puis repartait dans une course maladroite pour garder le jeu vivant. Il y avait là quelque chose d'invisible mais de puissant. Une vérité que ni Camille ni Julien n'avaient besoin d'exprimer à voix haute. Ils formaient désormais un noyau, peut-être encore fragile, peut-être encore en évolution, mais il était là, solide dans ses fondations. La rééducation d'Élise avait été longue, exigeante, ponctuée de doutes et de douleurs, mais elle s'était faite main dans la main, parfois littéralement. Julien avait assisté à chaque séance, encouragé, applaudi les moindres progrès. Il avait appris les termes médicaux, suivi les conseils des kinésithérapeutes, lu des articles pour comprendre les implications de chaque mouvement. Camille, de son côté, avait commencé à relâcher le contrôle qu'elle exerçait sur tout, à déléguer, à accepter l'aide sans se sentir coupable. Pendant que leur fille apprenait à marcher de nouveau, eux apprenaient à se redécouvrir. La maison de campagne, censée n'être qu'un lieu de convalescence temporaire, était devenue plus qu'un refuge. Camille et Élise y avaient repris leurs habitudes, leurs marques. Ce qui avait commencé par une semaine prolongée s'était transformé en 1 mois, puis 2. Camille n'avait jamais officiellement annoncé qu'elle restait, mais elle avait inscrit Élise à des séances de suivi localement. Julien, de son côté, n'avait jamais posé de questions. Il avait simplement adapté son emploi du temps, installé un bureau dans une des chambres à l'étage, recruté une assistante qui le rejoignait à distance. Il avait appris à vivre autrement, sans les contraintes de la ville, sans la tyrannie des réunions enchaînées. Un jour, sans crier gare, Camille avait annoncé qu'elle voulait reprendre ses études. Elle avait toujours rêvé de finir son diplôme d'histoire, interrompu brutalement lorsqu'elle était tombée enceinte. Julien, sans hésiter, lui avait proposé de l'aider à s'inscrire, de financer les frais si nécessaire. Elle avait refusé poliment, mais cette fois non par fierté blessée. Elle voulait faire les choses par elle-même, mais elle avait apprécié le geste. Et plus que cela, elle l'avait cru sincère. Dans cette nouvelle vie, les rôles avaient évolué. Camille n'était plus la femme invisible qui nettoyait les bureaux d'un autre monde. Julien n'était plus l'homme intouchable derrière ses écrans et ses chiffres. Ils étaient devenus 2 êtres humains, liés par l'expérience, par un enfant, et par une mémoire commune que le temps avait recouverte de poussière, mais jamais effacée. Le lien entre eux ne s'était pas reconstruit sur des déclarations enflammées. Il s'était tissé dans les détails. Un café préparé sans qu'on le demande, une couverture posée en silence, une main effleurée par accident et laissée là 1 seconde de plus. Élise, avec la spontanéité qui la caractérisait, avait souvent tenté d'accélérer les choses. Elle les regardait d'un air espiègle quand ils s'approchaient trop l'un de l'autre, posait des questions directes, lançait des phrases comme « Vous pourriez vous marier, non ?» ou « Vous vous aimez ou pas ?» Julien riait. Camille rougissait. Mais aucune réponse n'était nécessaire. Élise vivait dans un monde où l'amour n'avait pas besoin d'être défini par des mots. Ce matin-là, après leur course dans le jardin, Julien prit Élise dans ses bras, la souleva, tourna sur lui-même jusqu'à ce qu'ils tombent ensemble dans l'herbe. Camille les rejoignit, les observa un instant, puis s'assit près d'eux. Le soleil réchauffait leur visage et un silence confortable s'installa. Julien regarda Camille, les cheveux un peu décoiffés par le vent, le regard tendre. Il tendit la main vers elle, sans rien dire. Elle la prit. Il n'y avait rien de spectaculaire dans cette scène. Aucun baiser volé, aucun serment solennel. Juste une vérité tranquille. Ils étaient là, ensemble, parce qu'ils l'avaient choisi. Camille tourna la tête vers Élise. « Tu veux aller au parc cet après-midi ?»« Oui, mais seulement si papa vient aussi. » Julien se redressa, faisant mine de réfléchir. « Je crois que je suis très occupé. » Élise lui lança un coussin de jardin en riant. « Tu dois venir, parce que maintenant tu fais partie de notre équipe. » Camille sourit. Il y avait là toute la définition de ce qu'ils étaient devenus. Une équipe, pas parfaite, mais unie. Ce jour-là, ils allèrent tous les 3 au parc. Élise courait entre eux, une main dans celle de Camille, l'autre dans celle de Julien. Les passants souriaient en les croisant. Certains pensaient peut-être que c'était une famille ordinaire. D'autres voyaient peut-être ce qu'il y avait de spécial dans leur manière de se regarder,
de se comprendre sans se parler. Mais eux ne pensaient à rien d'autre qu'à l'instant présent, au pas d'Élise, de plus en plus sûr, au vent léger, au rire, à cette paix qu'ils avaient mis tant de temps à construire. Et dans cette simplicité absolue, il y avait leur bonheur. Rien de grandiose. Juste une évidence. Ils étaient arrivés là où ils devaient être.